Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets et de temps en temps aussi des voyages sous les cocotiers. Je suis juste de retour de Zurich, on est lundi matin, il est 7h et je vous enregistre cette petite intro. Aujourd'hui, on accueille dans l'épisode Philippe qui est technophile et on va parler e-commerce et notamment un peu décrypter le vrai du faux dans tout ce qui est e-commerce. Philippe, ça fait à peu près 20 ans qui s'est lancé dans le e-commerce. Il a eu son propre site, c'était notamment un magasin de motos. Maintenant, il est à la direction générale de plusieurs sociétés de e-commerce. Il va nous parler en fait, on va avoir le point de vue opposé de l'autre côté du clavier et de l'écran, si on peut dire, le point de vue du vendeur e-commerce, notamment les plateformes, comment ça fonctionne, tout ce qui est Cdiscount, Amazon, les marketplaces, combien elles prennent de commission, est-ce que c'est intéressant ou non, combien il faut acheter et combien est-ce qu'il faut vendre pour pouvoir vivre du e-commerce. On va voir qu'il y a pas mal de frais qui s'ajoutent auxquels on n'a pas forcément toujours pensé. Donc la base de la base et le premier problème que des personnes peuvent avoir quand elles se lancent dans l'e-commerce, c'est confondre le chiffre d'affaires, donc tout l'argent que vous avez encaissé, avec la marge, c'est-à-dire tout l'argent qui vous reste une fois que vous avez tout payé, et notamment payer les produits et puis la logistique. Donc Philippe, il va nous expliquer ça très bien. On va également parler un petit peu d'intelligence artificielle et puis aussi rapidement de ses petits loisirs, notamment la photo, mais on va vraiment se focaliser principalement sur le e-commerce. Voilà, il a eu des gros hauts et des gros bas. Il va nous expliquer ça. Merci à Philippe pour son temps. Avant de commencer, je fais un petit point. Je suis de retour de Zurich. Alors, si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous savez, j'avais déjà été, tout simplement parce que j'ai un cousin qui habite là-bas. Et ça me fait toujours plaisir d'aller le voir et de me confronter un peu à la réalité. Alors, Zurich, ça aura été mon dernier gros voyage, si on peut dire, mon dernier voyage à l'étranger à part bien sûr quand je rentre en France. De l'année, j'aurais fait 12 pays cette année, donc c'est objectif rempli comme on dit. J'avais l'an dernier, si vous suivez le podcast depuis longtemps, toujours l'objectif d'aller dans 10 pays différents. Là, ça fera 12. J'ai pas mal bougé cette année. J'ai mis une bonne pause sur mes investissements immobiliers parce que j'avais beaucoup acheté les années précédentes. Je pense que l'an prochain, je vais essayer d'un peu moins bouger. Là, j'ai fait 12 pays et puis aussi j'ai été dans pas mal d'événements, notamment immobiliers et pas seulement. Donc, je vais essayer d'un peu calmer, mais j'ai déjà le planning qui se remplit pour le printemps notamment. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur Zurich? Je sais pas si vous avez déjà été. Zurich, c'est plus ou moins, alors il y a toujours, on peut compter différemment, mais la ville la plus chère du monde. Alors, mon cher Julien, qui est un de mes concierges, un des fondateurs de la conciergerie Airbnb qui jamais bien, il m'a dit que les gens, ils gagnaient en moyenne 6 500 € par mois. Alors je pense que c'est ce qu'il faut effectivement pour vivre dans cette ville. Les prix sont juste hallucinants. Par exemple, j'étais dans un restaurant, on va dire quand même bien, mais pas du tout, même pas bistronomique. C'était juste très sympathique. Le plat c'était 44 francs, donc en euros c'est un tout petit peu plus. Le dessert c'était 15 francs. La bouteille de vin, qui était donc une des moins chères, on va dire, c'était 55 francs. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai payé à l'aéroport un bretzel, je suis alsacien, 4 francs 50, donc dans les 5 €. Un coca, 5 €, 6 €. Donc voilà, c'est vraiment des prix qui sont assez hallucinants. Après, ce que je peux retenir de la Suisse, si vous n'avez pas l'habitude d'y aller, vu qu'on est en Alsace, on a vraiment l'habitude de nous y rendre, mais un peu moins depuis que les prix sont si élevés, sauf ceux qui travaillent là-bas. Ce que je retiens de la Suisse, c'est la qualité. Par contre, quand tu manges, on a été faire des raquettes dans la neige. Tout ce que tu loues, le niveau de service, il est bon. La qualité de la nourriture, elle est super bonne, meilleure, je trouve, que ce qu'on peut trouver en France ou ailleurs. Donc voilà, tu payes cher, mais t'as pas vraiment de choix en fait. Tu peux pas vraiment payer pas cher en tout cas de ce que j'ai vu. Mais par contre, en retour, je trouve que la qualité elle est plutôt bonne. La qualité de service aussi elle est plutôt bonne. Pour ceux qui ont jamais été à Zurich, tu peux parler que anglais, ça suffit. De temps en temps, j'ai un peu fouillé dans mes bases d'allemand. Voilà, si tu parles allemand, tu parles allemand, mais de toute façon, eux, ils parlent le suisse-allemand, qui est encore une autre langue. Donc, en fait, c'est quand même comme si tu parlais une langue étrangère, pour eux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En fait, un autre point que j'ai retenu de la Suisse, comme dans beaucoup d'endroits, rentabilité très faible des loyers. Donc,
Mon cousin m'a raconté, il paye 2500 francs, donc euros à peu près, de loyer pour un appartement qui est assez grand. Et il m'a dit que ça coûterait sûrement plus que 1 million d'euros cet appartement. Donc on voit le ratio, ça doit être de même pas l'ordre de 3%. Comme ça, on le voit dans quasiment toutes les villes chères du monde. Ça peut paraître énorme, 2500 francs de loyer. Après, ils sont à 2. Mais quand on compare la rentabilité, elle est très très faible. Et ça, on l'a vraiment dans beaucoup de villes. Autre point, j'ai parlé avec lui, puisque lui, il est allemand. Et il m'a partagé un constat que j'avais déjà vu. C'est que en fait, avec l'inflation, les prix, notamment en Suisse, ont pas trop bougé. Et dans la plupart des pays riches, ils ont pas trop bougé. J'ai regardé un peu une carte là juste avant, tout ce qui est le Danemark. Alors eux, ils ont encore des monnaies différentes, mais que ce soit en Suisse ou au Danemark, même les Pays-Bas, vraiment les pays les plus riches ont pas trop bougé. Et les pays, notamment tout ce qui est Europe de l'Est, ça a énormément augmenté. Et en Allemagne également. Et donc lui, il me disait qu'avant, vraiment, quand il rentrait en Allemagne, il voyait une grosse différence de prix. C'était quasiment 2 ou 3 fois moins cher. En plus, souvent en Allemagne, c'était bien moins cher qu'en France. Mais maintenant, c'est juste un peu moins cher. Et ça, c'est un constat que j'ai fait. Pareil, j'étais en Italie à Rome. J'ai trouvé que j'avais enchaîné Rome et Londres. Et sur le papier, on a l'impression que c'est 2 pays où les prix sont complètement différents. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez similaire. Bien sûr, Rome, ça restait moins cher que Londres. Mais voilà, c'est un constat que j'ai fait sur un peu tout ce qui est inflation et rentabilité dans ces pays riches. Voilà, avant que je démarre, et par contre, ça pose une vraie question. La question, c'est est-ce que on veut être moi, longtemps, j'aurais préféré être le riche au milieu des pauvres, genre le borgne au royaume des aveugles. Mais en fait, alors que là, quand tu vas à Zurich, clairement, tu te sens assez pauvre, tu commences à vraiment compter ton argent. Mais donc au début, je me disais, ben voilà, vaut mieux être peut-être le riche au milieu des pauvres. Comme ça, t'as accès à tous les meilleurs trucs, t'as peut-être la voiture qui impressionne, t'as la meilleure maison, t'as le meilleur tout ça. Mais en fait, en tout cas peut-être c'est en vieillissant, je me rends compte que vaut peut-être mieux être le pauvre ou alors le moyen, en tout cas au milieu des riches, parce que comme ça, tu bénéficies de toutes les infrastructures qui sont payées par les riches. Plus t'as tout ce qui est la sécurité, le niveau de service, les services également. Par exemple, Zurich, c'est un aéroport qui est quand même assez grand pour une ville. Je crois qu'il fait plus que 30 millions de passagers pour une ville qui fait alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois dans les 400 000 habitants. Donc ça, c'est aussi lié en partie au pouvoir d'achat, après aussi à la géographie de la Suisse, etc. Bien entendu. Et après, le dernier point que je voulais vous dire, c'est que j'ai parlé aussi un peu impôts. Il est pas du tout dans le domaine de l'investissement et tout. Et en fait, les impôts sont très limités en Suisse. Donc lui m'a dit que c'était de l'ordre de 15-17%, je crois. Ces impôts, y compris la retraite. Il y a juste ensuite l'assurance maladie, il paye dans les 400 € et ça couvre plus ou moins rien de ce qui est mineur. Ça couvre en gros que quand tu vas à l'hôpital si t'as un gros problème. Mais voilà, ça fait quand même plusieurs milliers d'euros d'impôts que je pense qu'on économise quand on a des gros salaires par rapport à la France ou l'Allemagne, la Belgique. Donc voilà, tu payes plus cher, mais si au final tu gagnes 2000 € d'impôts par mois, peut-être que ça vaut le coup. Et les loyers, au final, c'est pas si incroyable par rapport si les gens ils gagnent en moyenne 6500 francs par mois. Et dernier point, avant qu'on démarre, alors je vous mets le lien dans la description. Je vous avais parlé que j'allais peut-être investir dans un château grâce à Jérémy Nabet, ça fait un bail. Donc j'ai fait les transferts et tout, j'ai signé les documents. En plus donc nous on a été, si vous voulez, actionnaire d'une des sociétés du château, donc on est actionnaire. Par contre, il lance un emprunt obligataire. Donc un emprunt obligataire, c'est en fait vous êtes prêteur et ensuite on vous rembourse votre argent avec un taux d'intérêt. Donc vous n'êtes pas actionnaire. Donc si la société est revendue 4 fois plus cher, vous bénéficiez pas de ce 4 fois plus. Par contre, vous avez plus de sécurité que si vous étiez actionnaire. Et notamment, vous avez un rendement. Donc là, il propose, donc ça se passe via Brix, c'est une plateforme de crowdfunding. Et il propose 7% de rentabilité. Alors c'est du brut, bien sûr. 7% si vous voulez investir dans le château pendant 2 jours. Donc c'est 7% plus vous avez 1% de cashback avec le code BYBYPATRON. Donc c'est que pendant 2 jours. Ça aura commencé le mardi midi. L'épisode là, il sera diffusé mercredi. Donc ce sera le 13 décembre
le matin. Donc vous aurez encore tout le mercredi et ça s'arrête jeudi à midi. Donc que vous ayez cette opportunité 7% plus 1% de cashback avec le code Bye Bye Patron. Par contre, moi, vous donner mon code, c'est juste pour qu'on sache un peu, pour que vous puissiez bénéficier de ces 1%. Comme ça, on saura que c'est grâce au podcast que vous êtes allé sur la plateforme. Mais moi, je touche rien du tout. Là, c'est juste pour vous. Donc, vous avez 7% plus les 1% cashback. Je vous mets le lien dans la description. Ça se passera sur Brix. Donc voilà, 7%, c'est quand même une bonne rentabilité, même si c'est du brut. Après, ça dépend où vous habitez. Bien entendu, si ça vous intéresse, et puis c'est sympa quand même d'investir dans un château, même si c'est un emprunt obligataire, c'est intéressant de suivre un peu la vie du château et la vie des rénovations et puis après de l'exploitation. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. On attaque, je vous garde pas plus longtemps, on attaque l'épisode avec Philippe aka Technophile. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour à tous. En ce samedi matin, je sors de visite avec des locataires au profil éclectique, on va dire. Hein. Et aujourd'hui, on est avec Technophile, aka Philippe, aka Technophile. On s'est vu une fois ou deux dans la vraie vie quand même. Ouais. On n'avait pas le même niveau de forme, hein, parce que on sait que t'es un adepte des salles de sport. On va parler aujourd'hui e-commerce. On va parler reprise de sites, aussi problématiques liées à la vie d'entrepreneur, intelligence artificielle. C'est déjà pas mal, je pense, hein. Ouais. Et le sport, on va en parler aussi un peu du sport et si tu veux, comment on s'organise dans tout ça. Le lever de coude. Yes, le lever de coude. Bonne technique pour boire moins, fixer des visites le samedi matin tôt. C'est le conseil du docteur Bye Bye Patron. Voilà. Comme ça, à minuit, t'es rentré. Et du coup, t'es en pleine forme pour le samedi. Du coup, je te laisse te présenter et j'aime bien que les invités racontent une petite anecdote insolite qui a pu leur arriver. Toi, t'as travaillé notamment dans le monde de la nuit. Je sais pas si tu veux partir là-dessus, mais ouais, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et puis après, on va un peu dérouler ton parcours. Et puis, c'est vrai que le monde d'Internet, tout le monde va dessus, mais beaucoup sont consommateurs et peu sont producteurs ou vendeurs. Donc, ça, c'est toujours intéressant. C'est ça. Beaucoup pensent connaître. Yes. Alors pour la présentation, je vais essayer de faire vite. Je m'appelle Philippe, j'ai 43 ans. Je suis papa d'une petite de 11 ans là, qui vient de faire sa rentrée au collège. Je me suis pris une bonne baffe là, en septembre. Ça pousse, hein. Ouais, ça pousse. Je partage ma vie avec une belle blonde italienne depuis bientôt 3 ans. Je suis épanoui dans ma vie perso et puis au niveau boulot, je suis directeur général de plusieurs sociétés. Donc, ce sont des mandats, ce sont pas mes boîtes. J'ai le mandat de direction générale sur une boîte de e-commerce qui propose des produits de maison jardin. Le mandat sur une boîte de logistique à laquelle est adossée la boîte de e-commerce pour faire la réception, le stockage, la préparation des commandes. Et enfin, un mandat sur une nouvelle boîte qui s'appelle SAS Bébé Cab, où on exploite le nom de domaine Cabriole Bébé qu'on a racheté récemment suite à une liquidation judiciaire. C'est un site qui tournait sur le monde de la puériculture. Et on va poursuivre, on va rouvrir ça là dans quelques semaines. Yes, voilà. Top. Alors pour l'anecdote, des anecdotes, j'en ai pas mal. Je sais que tu demandes généralement à tes invités une anecdote pour illustrer le fait qu'ils aient eu la vie à 20 ans ou à 18 ans, c'est pas la même qu'à 43 ans. Ouais, et de dire bye bye patron. Yes. Mon premier job, je suis sorti d'un BTS Action Co que j'avais fait en alternance et en vitesse accélérée puisque j'avais décroché de la fac de bio. Okay. Je pensais que je ferais beaucoup de bio, mais en fait, on fait beaucoup de bio et beaucoup de maths et beaucoup de physique et beaucoup de chimie. Enfin, toutes ces choses qui me sortaient par les yeux au lycée. Et cette première expérience, j'avais répondu à plusieurs offres d'emploi, dont une de commerciale, entre guillemets, parce qu'on m'a emmené à Firmini le premier jour, donc chez nos voisins du 42, j'affectionne particulièrement. Et donc à Firmini, on m'a mis avec deux nanas commerciales. Et on m'a dit suis-les pour la journée. Tu vas voir, tu vas apprendre le métier. Et elles sont montées dans les étages, elles frappaient aux portes et elles essayaient de vendre des abonnements à Télé Loisirs, à Télé Z, etc. Ok. À des gens qui n'avaient pas de pognon. Ah ouais, génial. Voilà. Et
Et au cours de la journée, elle m'expliquait que plus les gens avaient peu d'argent et plus c'était facile de leur vendre. Ok. Parce que c'est des gens simples ou... J'ai arrêté le soir même. En fait, ça matchait pas avec en tout cas ma vision de l'époque, hein, de faire de l'argent sur la crédulité des gens et puis en les embobinant avec leur technique à la mort moelle-neu. Je m'essuie les pieds sur le tapis pour rentrer plus vite, de leur dire qu'il n'y a pas d'engagement alors qu'il y a un engagement. Enfin, tout ce qui me révulse. Tout ce qu'on voyait après chez Julien Courbet et tout, là. Voilà. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc j'ai arrêté. Yes. Donc premier taf. Un jour, voilà. Et puis derrière, j'ai eu l'opportunité de travailler pour emailjob.com. Donc à l'époque du début d'Internet, 2001. On parle de 2001. Hein. Et là, j'ai acquis une très très bonne expérience en développement d'activité puisqu'on m'a donné la cellule de Lyon en me disant vas-y, faut prendre des rendez-vous pour les commerciaux au départ, ensuite former les commerciaux, ensuite monter une cellule télévente, etc., etc. Et il faisait quoi exactement emailjob.com? C'était le leader français de la mise en relation entre chercheurs d'emploi et recruteurs. Ok. C'était à l'époque, il y en avait pas beaucoup. Hein, il y avait Monster qui était mondialement connu et emailjob.com. On était quand même une belle petite boîte. Hein, 140 ça faisait de la pub à la télé et tout. Hein, ouais, souvenir. Ouais, c'est ça. Ouais, toi aussi t'es vieux. Hein. 140 personnes, on est monté, je crois. Ça s'est revendu à Monster. Et quand ils ont revendu à Monster, ils ont voulu éclater la cellule lyonnaise pour tout faire remonter sur Lyon. Donc là, nos chemins se sont séparés. Et c'est à la suite de ça que avec un copain, on s'est associé pour monter motoshop.fr. Donc ça, c'était un shop de moto. Voilà. D'accessoires moto, pas de moto. Non, accessoires moto où on nous a dit qu'on était fous, que les blousons ça se vendrait jamais sur Internet, que les casques non plus. C'est vrai que c'est un autre monde hein, quand tu penses. Enfin maintenant, je crois qu'ils font beaucoup moins de pubs, mais les trucs genre Zalando et tout. Jamais. Enfin, si tu pensais que ce serait le dernier truc qui passerait sur Internet, quoi. Les gens qui veulent essayer des fringues, même les pourtant, ouais. Non, mais tout se vend sur Internet. Hein. Même un hélicoptère, tu peux acheter un hélicoptère sur Internet. Après, c'est vrai que quand tu remets dans le contexte, je te parle parce qu'on a commencé en février 2004. Donc 20 ans, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les banques, moi je me souviens de notre conseillère professionnelle qui faisait et pro et particulier, elle savait pas ce que c'était qu'un TPE virtuel. Donc on était de cette école déjà il fallait rassurer les gens parce qu'on était dans un marché où les gens avaient peur de sortir la carte bancaire sur l'ordinateur. Et à juste titre, je pense. Hein. J'ai écouté une interview là d'un ancien hacker là quand il avait 17 ans là, j'ai vu sur une vidéo YouTube là, il racontait comme il a flambé, enfin il a pris plein de cartes d'américains et tout. C'était pas la même. Alors il y avait moins de monde aussi. Hein. Il y avait moins de monde, mais là les sécurités, c'est sûr que ça. Il y avait beaucoup moins d'utilisateurs. T'avais tout en clair en fait. Les données des cartes bancaires, t'avais tout en clair. Enfin, en tout cas, les sites qui passaient pas par un TPE comme ceux des banques, parce qu'à l'époque ceux des banques, il y avait quand même c'était quand même crypté. C'est pas les mêmes sécurités qu'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sites où tu mettais tes numéros de carte dans des champs. Alors ça, je m'y suis toujours refusé parce que justement, je voulais pas prendre le risque qu'un client se retourne contre nous parce que on nous aurait craqué le site bien sûr. Pour utiliser les cartes de nos clients. Donc et puis légalement, enfin, t'as pas le droit quoi. T'avais pas le droit de récupérer les cartes. Même les banques, au bout de c'était 7 jours, je crois, tu pouvais pas encaisser en décalé au-delà de 7 jours parce qu'elles peuvent pas conserver les données. Ok. Alors, entre la loi et ce qui se fait. D'accord. Il y a toujours un fossé, mais en tout cas, on est parti là-dessus. Et puis, le premier mois, on a fait du chiffre. Et on était les premiers. Et comment tu le lances? Raconte un peu, parce que c'est l'actualité. Comment tu le lances? Genre, faut que tu trouves des casques, faut que tu trouves des fournisseurs. Déjà, tu trouves les fournisseurs. Alors, les fournisseurs pour argumenter le fait que ça va bien se passer. Ça, c'était compliqué parce que Internet, pour eux, c'était l'ennemi. Internet, c'était la chute des prix, c'était des gamins qui travaillent dans un garage. Nous, on avait un préfabriqué, on avait loué un préfabriqué, on avait nos bureaux, nos stocks dedans. Je te laisse imaginer la taille du stock, c'était que dalle. Et on mettait les catalogues, on diffusait le catalogue en ligne. Donc, on passait des nuits blanches à référencer les produits. Et puis, quand le client commandait, on passait commande chez le fournisseur et c'est une sorte de dropshipping, quoi. Dropshipping alors, ça portait pas ce nom, mais c'était déjà du dropshipping au départ. Et puis après, on a grossi, après on fait du stock, parce qu'il faut suivre il
il faut répondre aux clients assez rapidement, vite. Exactement. Et puis tu t'adosses à d'autres fournisseurs comme, j'ai en tête Beer Racing, tu dois connaître, c'est de l'Est. Ah non, je connais pas. Moi, je fais pas de moto. Ouais, c'est un très gros, c'est une belle boîte familiale d'accessoires. Okay. Tout ce qui était technique, levier de frein, disque d'embrayage, il y avait, je sais pas, 100 000 références, je sais même plus. C'était énorme et surtout, ils avaient du stock sur tout quasiment. Ok. Donc on pouvait pousser le catalogue, les clients commandaient. Parce qu'en plus tu faisais pas que genre des vêtements, des casques et tout, tu faisais des pièces de moto aussi. Exactement. Ouais. Okay. Puis je préférais les pièces parce qu'une pièce, je veux dire, si t'as une Hornet de 2002. Ouais, c'est sûr que c'est la bonne pièce, que ça va, que le disque d'embrayage ira sur ton Hornet de 2002. Un blouson. Beaucoup de gens sur les motos ils font leur réparation eux-mêmes. Leur réparation. Mon père, il a plusieurs motos. Voilà. C'est ça. C'est de la mécanique assez simple. C'est comme tout, faut s'y intéresser, mais c'est assez simple. Tu veux changer un levier de frein, t'as pas besoin d'aller chez le mécano. Tu veux changer tes plaquettes, c'est pareil. Il faut un minimum de sérieux, mais c'est pas, ça à la portée de tout le monde. Comme sur les bagnoles des années 80. T'avais pas beaucoup d'électronique. Alors aujourd'hui, c'est différent parce que les motos ont quand même pas mal d'électronique embarquée. Donc tu touches pas la mécanique de la même façon, mais en tout cas, on avait un marché qui était là et on était peu nombreux, donc on a vite grossi. Sauf que l'associé avec lequel je travaillais, contrairement à toi, il connaissait rien en compta, sauf qu'il me disait l'inverse. C'est-à-dire que le deal au départ, c'était moi je m'occupe de la partie produit, la partie développement, parce qu'il y avait un peu de dev à faire. Et toi, tu t'occupes de tout ce qui est compta, parce que je voulais pas en voir en peinture. Moi, de la compta, je connaissais pas avant le bac, j'en ai fait au BTS. Et pendant le BTS, la compta, tu sais, tu viens d'un milieu scientifique, la compta, c'est 1 + 1, ça fait pas 2 en compta. Normalement, si, hein, c'est ce qu'il y a de plus basique. Hein. Ouais. En tout cas, il s'en occupait pas. Et je m'en suis aperçu au bout d'1 an et demi quand le patron du cabinet comptable m'a appelé en me disant, Monsieur Baudin, quand est-ce qu'on fait le bilan? Parce que j'ai rien. Ouais. Et là, j'ai compris que ça allait être très compliqué. Donc, on a passé une période un peu houleuse où on avait confondu, nous, déjà, dans notre jeunesse, chiffre d'affaires et bénéfices. Et donc, on a fait rentrer des actionnaires qui ont remis un peu d'argent dans la boîte, qui nous ont remis à flot, qui nous ont aussi appris à bosser différemment. Puisque dedans il y avait c'était des personnes qui avaient une 50aine d'années, donc il y en avait un qui avait une 50aine d'années, les autres avaient 10 ans de plus que moi. Et c'est bien, ça nous a porté tous les ans, on grossissait, voilà, on a fait comme ça pendant presque 10 ans. Ok. Et raconte un peu le stock, comment tu gères justement un peu les finances, combien tu fais de marge, ça dépend, je suppose, des pièces. Alors les stocks, comment tu gères, parce que après, moi, j'ai fait pas mal d'audits de garage. J'étais toujours épaté de concessions et qui faisaient de l'entretien, de garage auto, même des Porsche et tout. Et j'étais toujours épaté du peu de pièces qu'ils avaient. En fait, ils ont des centres logistiques. Eux, ils se font livrer une fois par jour. Mais franchement, à part quelques pneus, il y a quasiment rien dans C'est ça. On avait très peu de stock, à part sur les casques, les blousons, ces choses-là, parce qu'il y a des collections. Mais le reste, sur les pièces techniques, pour citer Beer, tu commandes avant 16h, tu l'as le lendemain matin 10h. Ok. Donc, même un client qui commande à 14h, le temps de traiter sa commande, le lendemain, elle part. Ça partait directement du fournisseur ou ça revenait chez vous? Ça passait par chez nous. Il y avait pas de. Alors oui, je te disais dropshipping tout à l'heure, mais non, Beer, c'était pas du drop, c'était du. C'est ce qu'on appelle du cross-dock en e-commerce. Ok. C'est du cross-dock, c'est-à-dire que tu commandes, ça arrive chez toi, tu le mets pas en stock, ça repart tout de suite. Ok. Voilà. Ouais, c'est un peu le meilleur plan, et surtout pour des trucs où il y a des tailles, il y a des. Et est-ce que tu devais commander, t'avais des quantités minimales et tout ça? Bien sûr. Alors, il y avait des minimums de commandes, mais qui étaient ridicules chez Beer et qu'on atteignait assez rapidement. Et après, chez d'autres fournisseurs, tu avais des fournisseurs italiens, tu avais des Franco à 400 balles, d'autres à 500 balles, d'autres à 1500 balles. Ça dépend du fournisseur, ça dépend du type de produit, ça dépend de la destination. Yes. Et après, tu as des bonus, je suppose, de volume, non? À la fin de l'année, c'est ce qu'on appelle des RFA. Voilà, c'est des remises de fin d'année où tu peux aller chercher 1 ou 2% de plus, ce qui fait qu'en janvier, généralement, t'achètes presque pour pas un rond, parce que en fait, c'est sous forme d'avoir. Ok, intéressant. Ouais. Et du coup, donc c'était juste des actionnaires là, ceux qui ont remis de l'argent, ou ils étaient aussi opérationnels? Alors, il y en a 2 qui étaient semi-opérationnels.
et puis le troisième, les deux autres qui avaient juste mis un peu d'argent. Donc il y avait un opérationnel au niveau IT, donc informatique, qui était un expert. C'était un expert en sécurité informatique qui intervenait un peu partout dans le monde pour des problématiques de sécurisation de données, notamment chez les banquiers ou dans les zones difficiles. Son créneau, c'était les zones où personne voulait aller. C'est pour ça qu'il gagnait bien sa vie, parce qu'on l'envoyait en Afrique. Il s'est même retrouvé une fois pris en otage. Non, mais c'est chaud, hein. Ouais. L'Afrique, il y a des trucs, moi j'avais, quand j'étais auditeur, là, j'avais un collègue, il racontait que dans son équipe, ils étaient allés en Afrique et qu'il y en avait un, il avait trouvé une fraude et il l'avait dit genre au board, quoi. Enfin, il y avait le board et le gars, il était là. Et le gars, il lui a dit, toi, je te tue. Il lui a répondu, le mec. Il y a l'autre, il y a je sais plus, c'était le CEO, quoi. Il lui a dit, bah, écoute, c'est simple. Soit tu t'excuses, soit tu prends un vol encore aujourd'hui, mais il y en a pas. Donc, le gars, il a dû s'excuser, puis il s'est barré le lendemain, et puis. Ouais, c'est compliqué, là-bas. Je suis sûr qu'il y a des endroits où ça se passe bien, mais putain, en tout cas, faut faire bien attention à toi là-bas, quoi. Ah oui, bah, lui s'était fait enlever en descendant de l'avion. La bagnole qui l'attendait se sont fait passer pour ceux qui le recevaient. En fait, c'était des ravisseurs. Ah ouais, ok. Donc, ils l'ont emmené dans la brousse. Il a passé 3 jours. Ah bah, génial. Ouais. Ok. Bon, du coup, on avance un peu. 2012. Ouais. Tu revends la boîte. Ouais, on s'entendait plus. C'était compliqué avec les actionnaires. Moi, je venais d'être papa. J'avais plus la même hargne que j'avais avant. Je bossais en parallèle la nuit. Donc on a décidé de se séparer avec nos actionnaires et de trouver un repreneur. Donc on a trouvé un repreneur qui avait des associés aussi, un Parisien. Et dans le deal, la banque avait dit OK, sous 2 conditions, c'est-à-dire je reste caution sur le prêt qu'on avait en cours à la banque et j'ai un contrat d'accompagnement de 2 ans avec les repreneurs. Et au bout d'1 an, la boîte elle est par terre, quoi. Au bout de 10 ans. Okay. Tu peux nous dire un peu, genre quand vous avez vendu, combien vous faisiez de chiffres, combien on était au-delà du million. De chiffre d'affaires. Ouais. On était sur des marges brutes. Dans la moto, c'était entre 35 et 40%. Okay. On n'avait pas énormément de charges, fixes parce qu'on n'avait pas des gros locaux. Et ensuite sur la reprise, en fait, c'est. Et l'emprunt, il finançait quoi? L'emprunt, c'était caution? C'était des investissements qu'on avait fait sur du matos. Ok. Et ça nous permettait d'avoir aussi un peu de trésor. La trésor, ça se finance pas, mais on a fait avec. Parfois, tu trouves un peu des solutions. Voilà. Et comme je te disais, concours de circonstances, on a passé un hiver chaud. Et donc en moto, quand tu passes un hiver chaud, tu vends pas ton stock d'hiver. Et puis un été de merde. Donc pareil, compliqué un peu les ventes. Et surtout, on avait décidé à l'époque, donc en 2012, on voulait devenir une marketplace. Ok. On voulait transformer Motoshop en marketplace, donc continuer à vendre nos produits, mais faire venir parce que là, il y avait quand même beaucoup plus de concurrence qu'au début. Comme Oscaro un peu, ils font ça, non? Oscaro, je sais pas. Je sais pas s'ils font de la marketplace. Dans le monde de l'auto et de la moto, j'ai un peu relâché. En tout cas, c'était les débuts des marketplaces et on s'est dit il y a un truc à faire. On a choisi un prestataire. Le prestataire a dit OK. Et au bout de 6 mois, après, on avait investi tout le pognon qu'on avait. Il nous a dit on n'y arrivera pas. Ok. Merci, au revoir. Donc, et la marketplace sur le papier, ça a l'air top parce que toi, tu prends aucun risque, tu prends que des coms et voilà quoi. En fait, faut vendre quand même la marketplace n'a d'intérêt que si tu as du trafic. Et le trafic, ça coûte cher. Donc, soit tu as du trafic naturel, soit c'est un trafic payant. Au tout début de Motoshop, moi, j'étais ce qu'on appelle un expert référencement. C'est-à-dire que tu me donnais une occurrence, je te mettais sur la première position. Sur les mots-clés les plus compliqués, c'était 3 semaines. Okay. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus simple, c'était de la technique. C'était quand il y avait les gens, ils mettaient tous les mots-clés là en bas de la page. C'est ça. Peugeot, exactement. Porsche, Honda. C'est exactement ça. À l'époque, tu voulais être premier sur échappement moto. Tu faisais 2-3 pages qui parlent de l'échappement moto. Tu répètes ton mot-clé un peu partout sur ton site et puis et c'est bon. C'est plus comme ça. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, quand le prestataire nous a planté, évidemment, le pognon qu'on lui avait donné, on l'a jamais revu. Et puis on n'a pas pu se retourner, donc là, après ça va très vite, hein. Ouais, là, ça va très vite. T'as l'utilisateur judiciaire, t'as l'administrateur, et puis merci, au revoir. Ah mais ça vous aviez déjà vendu à ce moment-là? Ouais. Okay. Donc j'avais vendu mais j'avais rien touché.
Ok. C'est pour ça que je te dis, 2012. Donc, non seulement t'as rien touché, en plus, t'étais caution perso de l'emprunt, quoi. Voilà. Et donc, retour à zéro, quoi. Enfin, la double peine. Ouais. La double peine. Et puis, tu sais, t'as été ton propre patron pendant 10 ans, tu te prends les pieds dans le tapis, tu t'as plus confiance, quoi. Je veux dire, tu t'es te jamais dis, arrivé, en fait. C'est ça qui est dur, je pense. Ouais, et puis tu te dis, mince, en fait, je vaux rien, quoi. Tu sais, t'as tout ce que t'as fait pendant 10 ans, t'es balayé, et puis c'est hyper violent. Je sais pas si t'as déjà participé à des liquidations, mais c'est hyper violent, hein. T'as un mec qui vient, il regarde ce que t'as sur tes actifs, c'est remis en vente, merci, au revoir, quoi. Et ça dure pas longtemps, hein. Donc, ouais, ça fait bizarre. Tu te retrouves, moi, je me suis retrouvé, le cul sur une chaise en disant, merde, qu'est-ce que je fais? Et du coup, t'avais des dettes encore après ça? Ou bah ouais, j'ai soldé des dettes. Il y a le RSI qui est venu me. Toujours les pires, hein. Ah bah le RSI, ils m'ont saisi directement sur les comptes. Ok. Ouais, ouais, je te dis, c'est violent. Puis là, avec le recul, alors, tu trouves ça injuste sur le coup parce que tu dis pourquoi moi, mais c'est comme ça. Après le RSI, ouais, je l'ai toujours en travers de la gorge parce que ça s'est fait vraiment. C'était sans sommation, quoi. Ah non, il faut. Ouais, du jour au lendemain. Et puis après, il t'explique, ah bah oui, mais vous auriez dû faire ça. Ouais, maintenant que c'est pris, de toute façon. Ah ouais. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est ce que tu vois comment l'argent est dépensé parfois et enfin à quel point ils sont doux pour le donner et puis dur pour le prendre. C'est assez. Voilà. En fait, je disais, là je fais visiter 2 biens là en ce moment qui sont libérés, c'est un peu la rentrée. Ouais. Et putain, mais j'ai eu tellement de dossiers. En fait, hier j'étais carrément énervé quoi de tous les dossiers. En fait, je cherchais juste, mais après c'était sûrement trop compliqué. En fait, je voulais juste un couple qui travaille quoi en CDI si c'est possible. Ouais. Et sur 100 messages, j'en ai eu 0. Vraiment, j'en ai eu 0. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ça donne pas envie d'y aller là dans le mot là. Ouais, putain, j'ai eu donc après j'ai eu des gens seuls, j'ai eu des gens peut-être que ceux qui sont ça, bah ils achètent ou ils veulent plus grand et tout, mais ils bougent pas là. Je pense qu'on est aussi dans une période où il y a pas grand monde qui bouge, il y a pas grand chose non plus qui bouge parce qu'on attend. Là, ça sent mauvais. Du coup, j'ai plein de messages et putain, mais à un moment, il y en a. L'appart, je le loue combien? Je le loue 690. Il y en a, il me dit, je gagne 793 € par mois. Je lui dis, mais comment vous les payez? Ah, j'ai pas regardé le loyer. Mais putain, mais tu fais quoi, en fait, dans ta vie? Mais j'ai bon, bref. Ouais, tu sais, on a les mêmes, hein, on a des candidats qui postulent, ils savent pas où ils postulent. Bah, peu importe, tu peux avoir un appartement dans le 16e à Paris. De toute façon, les gens qui ont pas de logement, ils vont postuler partout, hein. Donc, ouais, je trouve ça un peu idiot parce qu'ils perdent du temps, ils te font perdre du temps face à. Ah ouais, non, mais en plus, la messagerie du Bon Coin, c'est horrible. Enfin, moi, t'écris, après ça remonte, tu sais plus à qui t'as répondu. Enfin, bref. Mais parce que c'est facile. Aujourd'hui, tout ce qui est facile, je veux dire, tu fais plus d'efforts. Donc, si pas d'efforts, c'est ça. Maintenant, les gens sur le Bon Coin, ils peuvent inscrire leur profil. Ouais. Et en fait, du coup, ils se présentent même plus. Après, tu cliques, sauf tu cliques, ça te met sur une autre page. Et puis, en fait, les gens, 3 fois sur 4, ils écrivent n'importe quoi dedans. Enfin, bref. Ouais, je vois bien. Voilà. Donc le RSI, c'est pas votre pote, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la France grâce à eux, hein. Ouais, je sais pas si on peut dire grâce ou à cause. On pourrait disserter, mais oui, c'est oui, parce que le RSI, on fermera la parenthèse, hein, pour payer, ils sont là, mais par contre derrière, ils te donnent, quand t'es patron, tu comptes sur t'habiter ton couteau, quoi. Yes. Ok, donc là tu repars. Après, il t'avait pris beaucoup de choses, mais t'avais plus de dettes ou t'avais encore j'avais encore, tu sais, après t'as les fournisseurs, t'as la banque. Donc, je m'en suis quand même pas trop mal sorti parce que je me suis pas retrouvé à la rue, hein. Heureusement, hein, j'étais dans un appartement que je louais, je connaissais le propriétaire, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai rebondi assez vite, mais pour te dire, quand je cherchais du job, je cherchais des boulots d'hôtesse de caisse. Ah, parce que c'était quoi, psychologiquement, ou t'avais besoin de n'importe quoi? Parce que je me disais qu'il fallait que j'aille chercher du pognon et puis qu'en plus, et j'avais un profil assez atypique. Je veux dire, depuis 2004, j'avais monté un site internet, j'étais mon patron. Quand tu mets sur ton CV que t'as été ton patron pendant 10 ans, dire les gens avec qui j'en parlais à l'époque, alors bon, les conseillers sont pas les payeurs, mais ils te disent, mais personne veut de toi. Je veux dire, pourquoi t'es patron, tu deviendrais salarié? Et comme j'aimais leur répondre, mais tu sais, la différence entre un patron et un salarié, c'est que
tu dois rendre des comptes à la banque dans un côté, et de l'autre côté, c'est un patron, quoi. C'est ça. Ah, c'est pour ça, parfois, faut pas dénigrer. T'en as plein qui encensent le monde de l'entrepreneuriat et tout. Non, Faut mais toujours ça, un peu voir. Déjà, c'est vrai que c'est un fort levier d'enrichissement, mais en fait, le levier, il est dans les deux sens. Hein. Si tu sais faire. C'est ça. C'est toujours pareil. C'est ce que je te disais en off. C'est que pour moi, là aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, des coachs qui te disent que c'est la voie royale. Mais non, en fait, ça dépend du profil de l'individu. Oui, ça peut être bien. Si tu sais faire, ça peut être même très bien. Mais si t'es pas bon, quoi. Que tu sois salarié ou patron, il vaut mieux être salarié. Hein. Quand t'es pas bon, t'as pas envie de te sortir le doigt du cul, vaut mieux être salarié. Parce que tu risques pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est ça. À part te retrouver au chômage, mais c'est pas... Ça t'empêche pas de postuler pour des appartements. Exactement. Même si ton conjoint il est dans la même situation. J'irai voir tes annonces, j'irai postuler juste pour rigoler. Ouais. Attends, j'en vois. Une fois, j'avais un appart, c'était libéré, et en fait, je savais pas si je voulais le vendre ou le louer. Et j'ai un pote, il était tombé dessus, mais je lui avais pas parlé, tu sais. Et puis il commence à me dire bonjour, je suis Monsieur le Pigeon. Bah forcément, je l'avais mis cher parce que je savais pas si je voulais le vendre ou le louer, quoi. Ça arrive de temps en temps. Je suis pigeon. J'ai un bon profil. Ouais, voilà. Donc, écoute, donc voilà, l'entrepreneuriat, bah, c'est dans les deux sens. Hein. Vous pouvez vous enrichir très fort, mais en tout cas, personne, quand t'as une boîte surtout qui vend de la marchandise, tu seras jamais aussi riche que ta boîte. Enfin, les montants de ta boîte te dépasseront toujours en termes d'endettement, en termes de chiffres, en termes de cotises, et ça fait que tu peux être à la rue. Donc, faut faire très, très, très attention. Oui, tu peux faire brasser beaucoup d'argent sans en gagner. Yes. Et en IMO, c'est plus faible, mais tu vois aussi, putain, il y a des montants qui passent dans tous les sens, et puis au final, après, il t'en reste pas tant que ça, quoi. Donc, oui, et puis tu peux être vite en cash squeeze, hein, comme on dit. Hein. Tu peux avoir sur le papier, comme Bernard Arnault, hein. C'est sur le papier, hein, c'est très, très... Oui, c'est ça, si t'as un appart, t'as acheté 300 000 et qui vaut 500, ouais, mais bon, toi, tu dois... Tant qu'il n'est pas vendu, ça vaut rien. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis souvent, hein, c'est comme des produits. Moi, j'ai du stock, hein, tant qu'il n'est pas vendu, c'est une ligne comptable. Hein. Yes. Il vaut rien. Et je peux rien en faire. Le troc, ça marche plus. Ouais. Ok, du coup, mais t'es pas le premier à être invité, là. J'avais eu Sébastien Mort, là, ou Moré, je sais plus comment on prononce. Il avait eu pas mal de soucis aussi avec des boîtes qui avaient bien marché et qui finalement le marché il se retourne aussi, hein, c'est ça. Quand t'es salarié, tu ressens moins. Après, quand t'es salarié, tu peux rester 10 ans dans une boîte, tu partes à zéro. Quand tu vends une boîte, au moins, enfin, toi tu l'as vendu zéro entre guillemets, plus des dettes. Tout à fait. Et voilà, c'est quand même le gros avantage quand on est entrepreneur, c'est que tu construis un actif qui a de la valeur. Sauf si tu fais comme moi, tu l'avances sans rien toucher. Voilà, sauf si tu fais ça, ou sauf si c'est hyper lié à ta personne, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand c'est étalé dans le temps. Mais bon, c'est une belle formation, bien chère, mais une formation. Ouais. Ok. Et du coup, 2012. Ouais. Non, 2012. Alors 2012, 2013, 2004, presque 2000, ça m'a emmené en 2014. Ça a vendu en 2012, mais après la boîte. Okay. On a continué de tourner, puis ça s'est craché. Donc j'ai fait. À un moment, je me suis retrouvé donc sans rien. Je cherchais des autres emplois, puis je me disais mais qu'est-ce que tu sais faire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je me sentais en tout cas pas. Je me sentais expert sur rien parce que je savais tout faire. Je savais parler à un comptable, je savais parler à un commercial, je savais parler à un informaticien, que ce soit réseau, dev, etc. Enfin, je parle à tout le monde et je comprends tout le monde. Sauf que j'avais pas de spécialité. Donc, quand tu postules à un emploi, t'es comptable, ou t'es développeur, ou t'es commercial. Donc, je tournais un peu en rond, puis je savais la photo. Je fais de la photo depuis que j'ai 10 ans. Donc, j'ai dit tiens, je vais faire de la photo. J'ai un peu de matos, je sais faire. J'ai 2-3 entrées. J'ai fait. Je faisais des reportages photos sur des salons, des trucs comme ça. Donc, c'était des contrats de prestation de service. Mais ça, c'est pareil. Au final, tu fais plus d'administratif que de photos. La photo que tu fais, c'était pas super bon. Et surtout, pour te faire payer, tu sais, quand tu travailles avec les gros groupes, je pense que tu dois savoir ce que c'est. Mais là, moi, je travaille un très très gros groupe d'événementiel, le plus gros français. Pour te faire payer, il fallait y aller avec le couteau, quoi. Ouais. C'était le chèque est parti. Ouais, ça fait 15 fois qu'il est parti. Ouais. Donc j'avais un peu de mal avec ça. Je prenais pas de plaisir en fait à exercer. Et donc je me suis remis à chercher à fond. J'ai trouvé
un job de responsable acquisition client web dans la boîte où je suis aujourd'hui. Et puis la première année, j'ai mis en place c'est une boîte qui existait depuis 2008. Donc je suis rentré en février 2016. Décidément, février, c'est les débuts d'activité chez moi. Et là, j'ai mis en place pas mal de choses que je savais qui fonctionnaient. Donc ça a fonctionné. Je me suis bien entendu avec l'actionnaire qui m'a ensuite fait monter en tant que directeur e-commerce, puis gérant de la boîte parce que c'était une SARL. Et puis fin 2019, on a fusionné. On avait plusieurs boîtes. On avait une boîte qui s'occupait des contrats de transport, une boîte qui s'occupait des achats et du service client, et une boîte de négoce. On a fusionné tout ça en SAS, et donc il m'a donné le mandat de DG là-dessus. Et en cadeau de bienvenue, je me suis pris le Covid. En janvier 2000. Après, ça va pour les boîtes, boîtes sur Internet. Ouais, alors c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que c'est ce que j'appelle des problèmes de riches. Parce que il a fallu gérer, donc en mars, il a fallu gérer quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est-à-dire que moi, le matin, quand j'allais à la log, c'était Walking Dead sur l'autoroute. J'étais tout seul. Le premier confinement, c'était mortel. Et donc, le e-commerce a explosé. On s'est mis à vendre. Alors nous, on a une partie épicerie fine. On vendait des palettes de farine. Je sais pas ce que faisaient les gens avec la farine. Ah ouais, des palettes de farine. Mais complètement tarés. Nous, avec les frais de port, tu sais, quand tu vends un paquet de farine, avec les frais de port en passant par Amazon, les mecs, ils allaient jusqu'à payer 8 € le kilo de farine. Complètement fou. Ouais, oui, mais les masques et tout, on s'en rappelle, on les payait 5 € le masque au début. C'est ça. Et nous, là-dessus, tu vois, en vendant à 8 € le kilo de farine, si le mec nous en commandait un paquet de farine, on gagnait pas notre vie. Ouais. Parce que les frais de préparation de commande, les frais d'envoi facturés par le transporteur, tu bouffes quasiment la grenouille, donc tu gagnes quasiment rien. Là où en supermarché, en le vendant 80 centimes ou 1 € à l'époque, ils avaient 50 centimes de marge, voire 80 centimes de marge. Donc ça sur Internet, les gens ils pensent que tout est moins cher, mais en fait il y a beaucoup de choses qui sont plus chères du fait de la logistique, surtout parce ces petits produits en fait. Alors là c'est de la faute. Enfin, je m'inclus dedans parce que je fais partie du paysage e-commerce, mais ça c'est de la faute des gros. Je veux dire, quand un Cdiscount, quand un Amazon, quand que les clients ne s'imaginent pas exister, c'est vraiment de la faute des gros, parce que quand tu offres les frais de port, tout ce qui est gratuit, ça n'a pas de valeur. Voilà. Tout ce qui est gratuit, ça n'a pas de valeur. Tu offres les frais de port, tu offres les frais de retour. À un moment, il y a quelqu'un qui paye. Et ce quelqu'un, c'est souvent le e-commerçant. Et c'est bizarre d'ailleurs, c'est cette approche des clients qu'ont les clients vis-à-vis des frais de port, c'est que tu leur dis mais quand vous allez acheter votre boîte à café là, à Auchan, vous prenez votre petite bagnole, vous mettez un coup de clé, puis vous faites 5 km aller, 5 km retour, ça fait 10 bornes. 10 bornes sur une 7 chevaux, c'est 6 €. Mais non, c'est pas ça. Moi, je mets tant d'essence. Oui, tu payes pas tes plaquettes, tu payes pas ta révision, tu payes pas tes pneus. En fait, c'est différé. En fait, c'est pas. Exactement. Mais beaucoup de gens, ils feraient pas les trajets s'ils savaient combien. Tu vois, s'il y avait un compteur je pense que il faudrait mettre un compteur de ce que te coûte l'utilisation de ta bagnole. Il tomberait des nues. Donc moi, dans la gestion au quotidien, je le fais parce que des formations professionnelles de la boîte, quoi. Mais moi, dans mon quotidien, c'est pareil. Je le fais parce que c'est un budget global sur l'année. Et tous les frais inhérents à la bagnole, tu le remets au kilomètre et ça coûte vite cher. Donc, on a des clients qui se rendent pas compte que une expédition, ça nécessite une préparation. Donc, t'as un mec qui va dans des rayons, dans des stocks. Et chez nous, on a des stocks de 6000 m². Donc, ils vont dans les stocks, ils vont piquer le produit, ils vont sur une table de préparation de commande, ils vérifient le contenu, ils mettent soit sous sachet plastique si c'est pas fragile, soit dans un carton simple ou double cannure que tu payes. Et plus tu mets du double cannure et plus c'est cher. Et ensuite, tu colles ton étiquette du transport. Et l'étiquette du transport, ça peut aller de 5-6 € hors taxe à 15, 20, 100 après sur des hors gabarits. Mais et les gros comme Amazon ou Cdiscount, ils ont accès à des tarifs qui sont démentiels puisque ils ont du volume. Donc ils vont arriver à négocier des prix, ça va être de l'ordre de 3 € le colis, quel que soit son poids, jusqu'à 30 kilos. Ah ouais, ok, ouais. Voilà. Impressionnant. C'est aussi pour ça qu'ils peuvent, offrir entre guillemets les frais de port, parce qu'il faut pas oublier que quand tu regardes leur bilan, tous ces gros ne gagnent pas d'argent.
Oui, bah Amazon, c'est marrant parce qu'Amazon, c'est une des boîtes, enfin, le Bezos, là, c'est un des plus riches du monde. Et moi, je me souviens, il y a 10 ans, en fait, les jours d'Amazon, ils étaient comptés, hein. Il y avait pas mal d'articles, ils étaient pas loin de la faillite et tout. Et bien sûr. Et aujourd'hui, pourquoi les gros comme ça gagnent de l'argent? C'est pas compliqué. C'est parce qu'ils font du cloud. Ils font de la prestation de service et ils font marketplace. Ouais. Voilà. Tu prends la Redoute, regarde la Redoute, avant 2010, c'était des dizaines de millions d'euros que ça perdait. Ils se sont mis en marketplace, ils ont redressé la barre. Alors, il n'y a pas que la marketplace, mais ça a redressé la barre. Aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. C'est discount. Moi, c'était pareil, à la base, c'était pas une marketplace, à la base. Ils perdent de l'argent, c'est discount, donc jamais gagné d'argent de leur vie. Ouais. C'est le e-commerçant français, derrière Amazon. Donc, c'est une boîte française. Ils gagnent pas d'argent. Mais quand tu regardes les chiffres, tu tombes de ta chaise. C'est incommensurable. Donc aujourd'hui, on est dans un marché qui est pas mal saturé. On a beaucoup d'offres, beaucoup de vendeurs, des vendeurs qui ont cette facilité de toucher le client grâce au marketplace. Donc on crache pas. Moi, je crache pas sur les marketplaces, mais aujourd'hui, on a un marché saturé. On a l'inflation galopante. On a des clients super exigeants et c'est un peu comme dans la LCD, quand on en entend parler, moins ils payent cher, plus ils sont exigeants. Ouais. Dans l'e-commerce, c'est la même. Tu vends une table basse à 80 balles TTC livré au client, tu peux être sûr que tu vas passer des heures à traiter ses demandes au service client parce que il a été livré 11 minutes après le créneau horaire donné par le transporteur et que ça a chamboulé sa vie et que donc il faut le dédommager. Bref, donc c'est assez difficile et aujourd'hui les marketplaces nous demandent de réussir là où ils ont pas réussi, puisqu'ils nous demandent d'être bons et de gagner de l'argent. Ok. Après, ce qui est dur dans les marketplaces, c'est qu'en plus tu payes, enfin tu me contrediras, mais si je me trompe, c'est qu'en fait tu payes un pourcentage du chiffre d'affaires, indépendamment de ta marge. Alors ça s'appelle un droit de cuissage dans mon langage. Ok. Alors t'as des marketplaces qui sont corrects. Parce que là, c'est pareil, comme je dis souvent, tout travail mérite salaire. Donc, évidemment qu'il faut rétribuer une partie de ce que tu gagnes. Mais tu prends des marketplaces comme la Redoute, Maison du Monde, c'est sur des pourcentages, ça monte à 18% hors taxe du montant total TTC de ta commande. Je sais pas si tu imagines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils te prennent une commission sur le total de ta vente. Ouais. Frais de port inclus. Donc, des frais de port que tu encaisses, mais que tu décaisses derrière. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, moi, je sais pourquoi ils font ça, parce que je suis de l'époque de eBay où, je sais pas, tu as connu aussi, je sais pas si à un moment, c'était, en gros, les gens, ils gonflaient les frais de port. Voilà. Tu mets ton téléphone à 1 euro et puis tu mets 300 euros de frais de port et t'es commissionné sur 1 euro. Donc, ce qui est pas sport, mais aujourd'hui, les marketplaces auraient les moyens de mettre en place un truc qui dit, voilà, tant que vous déconnez pas sur les prix et que les frais de port sont à peu près dans tel type de gamme, on facture que le produit. Sauf que là, il te facture l'intégralité. Et donc, là, on vient de passer 2 ans avec des taxes gasoil ça montait à plus de 25%. Je te laisse imaginer l'impact quand tu as des factures avec 5 zéros. Ok. C'est quoi cette taxe gasoil? La taxe gasoil, c'est pareil, c'est le Kinder Surprise. Quand tu travailles avec des transporteurs, tu as une grille de tarifs de base à laquelle va s'ajouter tout un tas d'options. Prévenance par SMS, représentation, mise en dépôt de points relais, etc. Et la taxe gasoil. La taxe gasoil, c'est en fonction d'un indice, mais c'est une taxe qui est un peu... ils font un peu comme ils veulent. Les transporteurs. Ouais, ils font un peu comme ils veulent. Ils ont beau t'expliquer que si, que ça. En fait, moi, je le suis à la virgule, ces trucs-là, parce que c'est hyper important pour nous. Et puis, t'as des mois où t'as des transporteurs, la taxe gasoil augmente un peu. Puis t'en as d'autres en face, les transporteurs, ça descend un peu. Tu te dis, mais c'est un indice. Je dis, si vous êtes sur le même indice, les gars, il y a un stagiaire qui fait le calcul. Yes. Donc, quand tu montes sur des taxes gasoil, tu passes du début de l'année, t'es à 7-8%, tu montes à 25%. Donc, en plus, du coup, c'est des pourcentages du coût du transport. C'est ça. Tu prends ta facture, en fait, tu prends le prix de tes envois, puis ils te mettent une taxe sur les envois. Okay. Et ça, c'est la taxe qui arrive à la fin du mois. Donc, il faut pas que ça dérape. Alors, nous, on a là-dessus, moi, j'ai négocié pour caper les taxes gasoil de manière à pas dépasser un certain seuil, parce que sinon, c'est ingérable. Pas. Ah non, tu peux vite bouffer la grenouille.
Parce que le e-commerce, et en tout cas sur la partie où on est, ça reste de l'épicerie fine. T'es sur des, même si les marges en pourcentage sont importantes, les commissions sont tellement Ouais, je pense que c'est intéressant. Tu peux nous donner un exemple, admettons, voilà, je vais acheter un truc complet de jardin, je sais pas combien ça se vend, 300 €, mettons. Complet, alors les pieds, mais. Ok. Ah, mais les trucs genre tressés là en plastique, c'est comme ça que vous vendez là, c'est des trucs comme ça. Je sais pas combien, 400, 500, je sais pas combien ça se vend. Ça dépend, tu vois. Avant le Covid, c'était plutôt intéressant quand on a passé la période Covid où les conteneurs avant le Covid, on payait $5 800 le conteneur. Quand je te dis le conteneur, c'est le fret, le coût pour le faire amener le conteneur du port de Chine au port de Fos-sur-Mer, c'est monté à 16 000 €. Ouais. Au plus haut. Donc quand tu commandes des salons de jardin puis que t'en mets 40 dans ton conteneur, t'as bien compris que les 16 000 € ils s'éclatent sur les 40. Donc en fait, on avait fait les calculs quand t'achètes un salon de jardin, allez, 150 ou $200 en Chine. Donc sa valeur, c'est 150, $200. On va prendre $200, ça va être simple en calcul. Et que tu payes des frais, tu montes à 16 000 € de frais. Ça veut dire que tu rajoutes 200 € juste de transport de sur bateau, chaque pièce. Ouais. Donc ça veut dire que ta marchandise qui vaut $200, ça la monte à quasiment $400 en valeur. Sauf que c'est pas sa valeur, c'est une valeur de transport. Et au final, si tu veux pouvoir dégager de la marge en vendant sur les marketplaces, une fois livré au client, il faut que tu vendes ça à peu près 1000 balles TTC, quoi. Ouais, t'achètes 1000 balles 150, TTC. 200. Moi, je suis client, je reçois un truc que j'ai payé 1000 balles, mais qui en vaut $200. Ouais, mais bon, du coup, sur les 1000, t'as déjà 180 de marketplace, quoi. Comme tu disais. Alors, sur les 1000 TTC, t'as 180 balles hors taxe de marketplace. Voilà. T'as la TVA. Donc, tu rajoutes la TVA. T'as le transport. Parce que pour te faire livrer un salon de jardin, soit il est sur une palette, tu peux t'en sortir pour aller entre 40 et 50 balles si c'est pas trop exotique comme destination. Et quand je dis exotique, par exemple, le Finistère, c'est exotique, hein. Bah oui. On m'a proposé des vacances en Bretagne, je suis pas allé, hein. C'est beaucoup trop loin. Non, t'as raison, puis il fait trop froid. Si les Bretons nous écoutent, hein. Salut. Mais tu prends un salon de jardin que tu fais monter à Chamonix. Chamonix, c'est une ville, mais c'est une ville qui est considérée comme une zone montagneuse. Donc tu te prends, ça fait partie des options que les transporteurs te claquent en plus. Ça fait vite beaucoup de ronds et au final, la marge, il te reste pas grand chose, quoi. Yes. Ok, mais c'est ça les ordinateurs. Mais ça, c'est quand ils étaient au max les conteneurs. Mais sinon, vous avez une sorte de multiple. Combien il faut à peu près entre on a, alors les multiples, ça va dépendre des tranches de prix. Parce qu'en fait, nous, par exemple, tous les produits qu'on achetait moins de 5 € hors taxe, on fait plus. Parce que même si tu fais un multiple de 6 dessus, t'entends bien, 6 x 6. Même si tu fais x 6, tu perds de l'argent. Ok. À cause du transport et tout ça. Parce que le transport, c'est fixe, peu importe combien tu l'as payé. En fait, que t'envoies un produit qui fait 50 balles TTC ou 300 balles TTC, si ces produits, font 2 kilos chacun, c'est le même prix de transport. Tu le mets dans le même carton, tu le mets, dans le même transporteur. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher un panier moyen qui est un peu plus élevé. Alors après, tu peux passer sur des produits qui passent en lettres suivies. Il faut que ça fasse moins de 3 cm d'épais. Mais même en lettres suivies, ça devient au-dessus de 500 grammes, c'est du viol. Ok. Au-dessus de 500 grammes, c'est 7 € le pli. Hein. 7 € pour envoyer un truc qui fait 510 grammes dans une boîte aux lettres d'un client sans signature. Ouais. 7 €. Ouais. Ouais, 7, quelque chose. Après, au-dessus d'un kilo, c'est presque 9 €. C'est Okay. Non, c'est intéressant d'avoir un peu les chiffres en tête. Et oui, je suppose que plus c'est cher, moins t'as besoin de gros multiples, quoi. Plus que t'achètes cher. Exactement. C'est pour ça que je te disais, moi, que moi, tous ces mecs qui te disent, foncez, le e-commerce, c'est la solution. Non, c'est une solution. C'est un chemin que tu peux prendre. Mais si t'es pas bon en commerce et si t'es pas bon, avec les chiffres, tu peux faire ce que tu veux, hein. Que tu le fasses sur un marché ou sur un site internet, c'est la même. Si t'es pas bon, ça sera pas la solution. Okay. Ça veut pas dire qu'on peut pas gagner d'argent. E-commerce, on peut en gagner. On est la preuve. Hein. On dégage des bénéfices. On arrive à avancer. On investit. On travaille sur des projets qui sont à la pointe. On est entre la TPE et la PME, mais on a travaillé sur un projet là qu'on a défendu auprès de l'ADEME sur la réduction du taux de vide dans les colis du e-commerce. Et avec la taille qu'on a aujourd'hui, on est les seuls en France à avoir cette approche algorithmique de la réduction du taux de vide. Même un Amazon
même un Cdiscount, savent pas faire. Donc, alors, autant dire que je suis pas peu fier parce qu'on a déposé 4 brevets dans cette histoire et donc l'objectif, nous, c'est de réduire le taux de vide. Le taux de vide, c'est la partie vide dans le carton. Ouais, bien sûr. Ça a plein de vertus. Hein. C'est-à-dire que si tu réduis le taux de vide, mécaniquement, tu peux dans un même camion mettre plus de colis. Bien sûr. Donc tu réduis les allers-retours des camions. Donc le carton coûte moins cher, je suppose. Tu réduis la casse, le carton te coûte moins cher. L'opérateur qui emballe le colis, ça fait baisser sa pénibilité. Donc c'est un process, on est hyper fiers parce que c'était un gros travail de recherche et développement sur plus de 3 ans. Et on est arrivé là aujourd'hui sur nos envois des dernières semaines, on est à 17% de taux de vide. Ok. Alors je sais pas si ça va te parler, ça va parler à tes Ça me parle auditeurs. parce que tu vois, tout le monde a déjà commandé une carte SD ou un truc comme ça. C'est énorme. Et tu vois 17% de taux de vide, on est vraiment, c'est excellent. Je veux dire, il suffit de commander chez Amazon ou la Fnac, tu reçois une machine à café dans un carton qui fait 40 par 40 par 40, alors que le carton, l'emballage primaire fait 20 par 20 par 20. Non, on est vraiment bon là-dessus. Mais il m'est arrivé une histoire, je vais vous la raconter, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. En fait, j'attendais 2 paquets Amazon. Et le livreur, il sonne dans mon immeuble. Et moi, je descends et je vois 2 paquets. Alors, je savais que c'était des petits trucs. Et je les prends les deux. Et en fait, justement, je voulais filmer pour montrer à quel point c'était aberrant de la taille de ces paquets par rapport à ce que j'ai commandé. Ouais. Je l'ouvre, je mets un coup de couteau dedans. Et je vois, c'est des lampes. Et c'est pas du tout ce que j'ai commandé. En fait, c'est des paquets du voisin. J'étais comme un idiot. J'ai dû lui écrire, écoute, c'est un voisin, il est un peu pointillé et tout. Je dis, écoute, je viens d'ouvrir ton colis. Donc voilà. C'est pas de ta faute. Ouais, en fait, il y avait son nom dessus, mais vu que le gars, il avait sonné, j'avais pris les 2 colis. Et puis, bon. En tout cas, ouais. Et tu peux nous dire, admettons que je suis dans votre business, je fais 1 million de chiffre d'affaires, combien il me reste de marge à la fin, tu dirais? En vrai, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, pas parce que je veux pas, mais parce qu'il y a tellement, ça dépend des produits, en fait. Tellement de scénarios différents que, alors, ça dépend des produits. Si tu es sur des produits avec des marques à forte image, les prix, tu peux pas faire comme tu veux parce que si tu les vends plus cher que le prix conseillé public, tu les vendras jamais. Tu peux pas faire de remise. Donc, ça va dépendre du logisticien avec lequel tu bosses. Ça va dépendre de la rotation de tes produits. Ça va dépendre du volume de l'espace où on prend tes produits. Ça va dépendre de l'équipe que tu vas avoir dans ta partie e-commerce. Est-ce que tu fais sous-traiter ta partie newsletter, ton service client? Est-ce que tu fais tout en interne? En fait, comme ça veut absolument rien dire. C'est sûr que si tu arrives à faire 1 million d'euros et que tu fais juste de la mise en relation, que tu fais du drop et que tu as une marge à ne serait-ce 15 ou 20%, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Tu payes ton nom de domaine, tu payes ton hébergement et puis merci, au revoir, quoi. Mais par contre, pour faire 1 million, 1 million, les gens ils se rendent pas compte, ça fait beaucoup de paquets. Hein. Faut y aller, ouais. Tu vois tu connais Villebrequin sur YouTube. Eux, ils avaient fait une levée de fonds là, et puis ils avaient promis des goodies pour leurs 1000 types là. Ouais. Et puis en fait, ils s'étaient retrouvés complètement submergés. Je pense qu'au début, ils ont vu tout l'argent qui est arrivé, ils se sont dit c'est incroyable. Et puis après, en fait, ils ont dû envoyer les goodies. C'est un truc de malade. Non, mais c'est un métier. Le e-commerce, tous les process, que ce soit des achats, donc la partie où tu vas sélectionner tes produits, tes fournisseurs, tes conditions de paiement, etc. Le service client, la logistique. La logistique, c'est tout con. Hein. C'est quoi? C'est mettre un produit dans un carton. Ça a l'air d'être le plus compliqué. Va le faire proprement pour que ton colis arrive entier. Et puis le produit que tu mets dans ton carton, va le chercher sur les racks. Si t'as pas un outil qui te dit le produit il est à tel endroit. Et si t'en as 500 à piquer le matin et que t'as pas un produit qui te dit le premier tu vas le piquer là, le deuxième là, le troisième là, et que c'est tout dans un sens pour pas que tu fasses 20 km par jour. Non, il y a pas de solution miracle, mais j'ai envie de dire comme dans tous les jobs, tu prends un étalage au marché, t'as des mecs qui vont te dire ouais, sur le marché, moi je me fais des couilles en or, là, je gagne ma vie, machin. Oui, parce qu'il a le bon emplacement, parce qu'il sait vendre, parce qu'il est des bons produits. Il y a peu de concurrence. En fait, le problème du net, c'est que ta concurrence, elle est mondiale, en fait. Aussi, aussi, bien sûr. Mais de toute façon, si t'as pas le bon produit, si t'as pas le bon emplacement, si t'as pas le bon prix, que tu fasses sur e-commerce ou dans un magasin de quartier, ce sera la même. C'est juste que les charges sont différentes. Dans un magasin de quartier, t'as ton fonds de commerce, t'as ton loyer, machin, t'as tes vendeurs.
Nous chez nous, on n'a pas de vendeurs, on a des logisticiens, on a des mecs au service client. La répartition est pas la même, mais on a souvent, quand on en parle aux fournisseurs, alors c'est moins compliqué maintenant de se défendre sur ce point-là, mais on a souvent beaucoup plus de charges qu'un commerçant standard. Dis-toi bien que les 6000 mètres carrés, faut les payer. Yes. Ouais. Et tu peux nous raconter un peu, parce que toi, vu que tu as la vue sur tout, comment vous sélectionnez les produits? Est-ce que vous allez, je suppose que beaucoup de choses viennent d'Asie, vous allez en Asie, vous allez les voir, vous allez sur des salons, comment on achète un produit? Ça, la masterclass, c'est 999 €. Yes. Alors, tu supposes bien sur l'origine des produits à la source. C'est-à-dire que, oui, beaucoup de produits viennent d'Asie puisque les usines sont là-bas. Cela dit, nous, on travaille beaucoup avec des importateurs français. On en a quelques-uns sur l'Europe géographique, Turquie, Danemark, Suède, etc. Il y a l'Europe de l'Est aussi. Et après, la sélection des produits, ça, justement, c'est une stratégie qui est mise en place par la responsable des achats. Alors, en fonction des gammes que tu proposes aujourd'hui, tu vas compléter les gammes, tu vas aller chercher des gammes différentes. Tu vas chercher des produits qui sont normalement qui vont être difficilement comparables. C'est-à-dire que nous, quand on fait des meubles télé, c'est un meuble télé, donc soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas, mais tu peux pas comparer. C'est pas le meuble télé XY ou c'est pas le parfum Dior. Dior ou le parfum Chanel numéro 5. Comme quand j'achetais des cuisines pour mes apparts ou même ma RP, mais en fait t'arrives à rien comparer parce qu'en fait tu peux pas. Tu peux pas. Alors t'essayes de voir un peu comment c'est fini et tout. Bien sûr. Bien sûr. Donc nous aujourd'hui l'objectif c'est de proposer des produits de qualité parce que en e-commerce encore plus qu'en commerce traditionnel, le SAV c'est une plaie. Ça coûte excessivement cher. Tu bouffes la grenouille en fait. Dès que tu as un problème sur un produit, tu bouffes la grenouille parce que de toute façon au final tu vas rembourser le client. Donc tu as perdu tous les frais de traitement et en plus tu rembourses le client et tu as un client qui est pas content. Donc on fait en sorte d'avoir des bons produits. mais derrière oui, il faut comme dans tous les commerces, avoir des produits qui attirent, mais que tu vendras pas forcément. Tu vas prendre des produits de marque, mais nous, on va pas les vendre au prix public conseillé parce que la marge est pas assez bonne. Donc, tu vas mettre les prix un peu plus haut. Les clients achèteront pas, mais tu distribues quand même la marque. Ok. Voilà. Donc, après, on a quand même pas mal on a pas mal de fournisseurs différents, on a pas mal de marques différentes. On est positionné, puis la stratégie quand tu vends sur ton propre site, nous on a notre site en propre qui est tolinux.com, on a un autre site en propre qui est cuisinedechef au féminin.com pour la partie épicerie fine. On a cabriole-bb.com là qui arrive, mais c'est pas du tout les mêmes stratégies quand tu vends sur ton site que tu vends sur une marketplace. Sur une marketplace, tu peux difficilement faire des ventes croisées. Parce que c'est la marketplace qui gère ça. C'est la marketplace qui. Ok, c'est pas elle qui va dire les clients ils ont souvent acheté. C'est pas sur Amazon. C'est ça. En fait, toi t'as ton produit, tu vas avoir ce qu'on appelle la buy box. Donc c'est toi qui vas avoir la primeur sur ce produit-là. Si vous êtes plusieurs vendeurs, pour plein de raisons, ça peut être parce que t'es mieux positionné en tarif ou parce que t'es mieux positionné en termes de qualité, parce que tu livres plus vite. Il y a un algo qu'on connaît pas. On connaît à moitié, on connaît pas le détail, mais on sait qu'il y a un algo qui fait que c'est toi qui va être mis en avant. Et en dessous, t'as d'autres produits. Ça irait bien avec le produit que vous êtes en train de racheter. Genre un câble qui va avec ton appareil photo ou un truc comme ça. Et même si toi tu vends ce produit, ça va pas être le tien. Ok. Ça va pas forcément le tien, quoi. Yes. Donc c'est pour ça que tu peux. En tout cas, nous on a beaucoup de commandes monoproduits. Même si les clients vont faire des achats avec plusieurs articles dans leurs commandes, c'est pas forcément des articles du même vendeur. Ouais, intéressant. C'est vrai que je m'étais jamais trop posé la question. Ok. Et ensuite, tu dirais que c'est quoi bien sûr, il y a toutes les étapes, mais c'est quoi un peu le truc qui fait de toi, la réussite ou pas, elle vient c'est plutôt de comment tu arrives à te positionner sur les marketplaces, c'est comment tu choisis le produit, c'est comment tu le livres, c'est quoi le truc critique, quoi. Si t'avais qu'un truc, si tu pouvais comment on dit, claquer des doigts, voilà. Tu préférais quoi, qui est genre zéro problème sur la logistique, ou alors que tu sois tout le temps numéro 1 sur les sites, ou voilà. Non, numéro 1, ça, comme je disais tout à l'heure, faire du chiffre, c'est facile. Ok, oui, bien sûr. Faire du chiffre, c'est facile. Tu vends une Ferrari à 10 000 €, tu vas en vendre beaucoup, tu vois. Tu mets ton prix moins cher que tes concurrents, c'est très bien. Mais si à chaque fois que tu vends, tu perds de l'argent, à la fin de l'année, tu mettras ta cravate pour aller au tribunal de commerce, quoi.
l'objectif, c'est pas d'être. Alors oui, ce serait bien d'être numéro 1, mais pas avec le prix que t'as choisi, quoi. Voilà, avec le prix que t'as choisi. Et aujourd'hui, ce qui fait que les gens vont acheter chez toi, ça va être. Enfin, le stock, c'est important. Ok. Le stock. Si t'as du stock, c'est. Soit tu mens à tes clients et tu dis que t'as pas de stock et tu t'engages sur des délais de livraison que tu maintiendras pas, donc tu resteras pas. Que ce sera pas. Comment ça s'appelle? Ouais, tu dis que tu as du stock, mais t'en as pas, et après tu dégages des marketplaces. Nous, on y est depuis 2012 dessus, chez Twinbooks. Donc, si tu veux, ils peuvent, parce qu'en plus, ils sont tout puissants. Je suppose, les Amazon et tout, ils te dirent du jour au lendemain, si alors, ça, c'est un point, effectivement, où, t'as ce qu'on appelle des KPI. Les KPI, t'as des KPI de qualité, de rapidité. Quand tu dis que tu t'engages à traiter une commande dans les 24 heures, tu les traites dans les 24 heures. Si tu les traites dans 24 heures et 1 minute, tu te prends un tir. T'as les étoiles que te laissent tes clients. Faut savoir qu'un client mécontent, il te met pas 3 étoiles, il te met 1 étoile. S'il peut te mettre 0, il te met 0. Et souvent, quand je dis souvent, c'est dans 90% des cas, ce client va te mettre 0 parce que la livraison s'est mal passée. Donc ça dépend du transporteur. Un peu compliqué. Que tu maîtrises pas. Après, c'est toi qui le choisis, c'est pas le client qui le choisit non plus. Donc bien sûr. C'est ça. C'est pour ça que tu le maîtrises pas, mais bon, ça reste de ta responsabilité en tant que commerçant. Sachant que dans le transport, je veux dire, après, c'est des métiers de gens simples, souvent, tu vois, les transporteurs. Oui, puis c'est surtout qu'ils ont des volumes de fou. Ils ont 120 points particuliers à livrer dans la journée. C'est un métier, je le ferai pas. Donc, t'as des KPI à respecter. Alors, ça dépend des marketplaces. T'as des marketplaces, c'est simple. Tu passes en dessous des KPI, boum, ta boutique, elle est désactivée. Ok. Et puis, tu reçois un mail qui te dit bonjour, vous ne répondez pas aux standards de qualité. Donc, vous allez nous envoyer un plan d'action dans lequel vous nous expliquez pourquoi c'est arrivé. Et vous nous expliquez pourquoi ça n'arrivera plus. Ok. Et une fois qu'on aura étudié, on verra si on rouvre. Je peux te garantir que nous, ça nous est arrivé quelques fois. Il y a des fois, c'est justifié. Parce qu'en fait, typiquement avec Amazon, une fois, on a, c'est le service informatique. En fait, toutes les commandes sont parties, elles sont remises au transporteur. Les clients étaient livrés, sauf qu'on n'avait pas le transfert, les API entre chez nous et la marketplace, c'était pas fait. Donc, les statuts des commandes n'étaient pas à jour sur Amazon. Sur Amazon, ok. Donc là, tu as le service qualité qui te lève la boutique et qui te dit c'est pas normal. Je te leur explique, mais ok, c'est juste l'information qui est pas passée puisque les clients sont livrés. Donc on peut discuter et ils te répondent non. Vous devez quand vous dites que vous expédiez sous 24 heures, vous devez sous 24 heures avertir le client. Ok, d'accord. Amazon, c'est plutôt pas mal parce qu'ils anticipent généralement. Quand ils voient qu'il y a les critères qui descendent un peu ou qu'il y a un client pas content, tu as le service qualité qui t'appelle, qui te dit, qui discute. Mais t'en as d'autres, le roi Merlin, il y en a d'autres que je vais pas citer, mais t'es coupé du jour au lendemain, et puis tu vas mettre 5, 6, 7 jours pour être en ligne. Et en plus, c'était pas justifié. C'est-à-dire qu'ils se basent sur des erreurs d'interprétation chez eux, et puis ils te réactivent la boutique sans s'excuser, sans rien. Et puis toi, t'as 5 jours de perte d'exploitation, quoi. Et comment vous gérez, je suppose, vous avez une sorte de logiciel centralisateur pour... il y a un agrégateur. C'est un agrégateur aujourd'hui, nous on travaille avec Lengo. Il y en a plusieurs, il y a Lengo, il y a ShoppingFeed, il y a plusieurs, c'est des logiciels SaaS qui vont te permettre de raccorder ta base de produits au marketplace et les commandes qui descendent, et puis toi après tu refais passer les statuts de commandes. Et les nouveaux produits et tout, tu les crées qu'une fois et ça les crée partout et tout ça? C'est ça, ouais, alors... Normalement. En fait, tu les crées et ensuite il faut matcher avec... faut faire ce qu'on appelle les correspondances sur les marketplaces. Donc nous, la difficulté qu'on a, c'est par exemple d'avoir quasiment 10 000 références différentes. Avec on a plus de 300 univers. C'est un peu compliqué. En fait, il faut faire la traduction à chaque fois que tu mets en ligne un produit. Il faut expliquer, raccorder les différents critères. Il y a quand même pas mal de taf. Ouais. Nous, on le voit bien dans l'immobilier. Là, moi, je leur en veux bien sûr. Les agents IMO, tu vois, ils utilisent aussi des agrégateurs, mais après, sur le Bon Coin, l'annonce elle est toute dégueu, alors que je sais pas, 80% du trafic il vient d'un seul site, donc t'as envie de leur dire, les gars, on s'en fout que vous soyez sur 20. Quoi, pour votre business c'est différent, mais t'as envie de leur dire, on s'en fout que vous soyez sur 20 plateformes. Si la principale tu t'en occupes pas bien et que ton truc est pas nickel. Ouais, ça après, on en est confronté à ça. C'est difficile parce que par exemple sur une marketplace, tu prends un produit, je sais pas moi, tu prends une ménagère,
t'as 4 cuillères, 4 fourchettes, 4 couteaux et 4 petites cuillères. Ça a un code EAN. Ce code EAN, c'est ce qui définit le produit. Donc, si tu as un autre de tes petits copains concurrents qui a déjà poussé ce produit sur la marketplace et que toi, tu arrives avec le même code EAN, tu vas te raccorder, ce qu'on appelle, tu te raccordes sur sa fiche. Et ensuite, c'est ces histoires-là. Alors, ça s'appelle Buy Box sur Amazon. Ça a d'autres noms sur les autres marketplaces, mais les gens ils voient bien en fait, c'est t'as que une info, mais il y a plein de fournisseurs. Voilà, exactement. Et tu gagnes la buy box, tu peux être 5, 6, 10 vendeurs sur le même produit, et quand tu appuies sur le bouton acheter, ça va être le vendeur qui est sélectionné par Amazon. Sauf que la fiche produit, c'est le premier vendeur qui l'a créé, qui maîtrise cette fiche produit. C'est-à-dire que si le premier vendeur, il a mis qu'il y avait 5 cuillères, 5 couteaux, 5 fourchettes, 5 petites cuillères, et que toi, tu as le même code, t'as pas le choix. Toi, t'es positionné sur cette sur la buy box, que t'as remporté la buy box parce que tu l'as en stock et puis tu proposes un prix qui est plutôt raisonnable. Tu vas le vendre au client. Le client va le recevoir, il va se plaindre. T'as une chance sur 10 pour qu'il ouvre une garantie à Z et là, généralement, Amazon rembourse, puis toi, tu l'as dans l'os. Et tu peux même pas modifier la fiche produit parce qu'elle appartient à l'autre vendeur. Il faut que tu soumettes une modification et que l'autre vendeur l'accepte. Pour te dire que ce code EAN, il vient d'où? Ça, c'est le fournisseur qui le fournit. Donc nous, pour pallier à ça, maintenant, surtout sur les chaises, on utilise. Il y en a qui ont 4 pieds, d'autres 5 pieds. Non, alors c'est pas ça. Mais sur les chaises, et ça coûte très cher parce que à expédier c'est cher. C'est qu'on a un concurrent qui utilise les codes EN unitaires pour vendre des lots. Ça veut dire qu'il te prend la chaise jaune qu'il t'achète chez le même fournisseur, il prend le code EN unitaire et il le vend par 4. Sauf que toi, si tu pousses ton produit avec le code EN unitaire et que tu le vends à l'unité, tu seras forcément moins cher que lui. Sauf que les gens, ils pensent qu'ils tu proposes la chaise à 40 balles. Sauf que lui, en face, il est à 160. À 160, il n'a pas la buy box. Toi, tu l'as. Sauf que le client, quand il reçoit, il dit, mais j'ai commandé 4 chaises. Et là, les marketplaces, t'inquiète pas, qu'ils te disent, oh, ça, c'est de votre responsabilité. Ça, on ne maîtrise pas, quoi. Je veux dire, c'est à vous de matcher le truc comme il faut. Donc là, maintenant, pour éviter tout problème, tu te crées des codes EN qui te sont propres. Comme ça, t'évites. Ça, tu dois demander à ton fournisseur qui t'en crée un. Non. Tu peux créer. Tu peux créer. Ouais, bien sûr. Donc, tu payes, hein. C'est un abonnement, tu payes, mais ça nous évite des déboires. Et encore, parce qu'Amazon, ils ont des algos qui tournent. S'ils estiment que le produit que tu pousses avec un code EN, c'est le même produit qui a un autre code EN différent, qui te raccordent quand même la fiche produit. Donc c'est un peu, ouais. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. C'est parce qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer. Mais c'est vrai que c'est pas si simple. C'est pas le non, mais c'est intéressant de faire le point, de voir combien c'est de chiffre d'affaires, combien c'est de. Comme je dis souvent, faire du chiffre, c'est très simple. Hein. Tu mets des produits pas chers, tu fais du chiffre. Par contre, faire de la marge, c'est pas la même. Et arriver à répondre aux demandes des clients. Si demain tu fais 300 ventes, mais que t'es pas capable d'en préparer 300, t'es mort. Parce que de toute façon, le surlendemain, t'es coupé. Donc, aucun intérêt. Et dernier point que je voulais voir avec toi, c'était un peu l'intelligence artificielle. Tu t'appelles technophile sur les réseaux. En quoi ça t'aide, peut-être dans ton boulot ou je sais pas, dans d'autres aspects de ta vie au quotidien? Qu'est-ce que tu utilises? Dans plein de choses. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un mot qui peut faire peur. Moi, le premier, j'aime pas le mot intelligence parce que l'intelligence, c'est ce qui définit l'homme. Et encore pas tous, hein. Pas tous ceux qui m'écrivent sur le Bon Coin, hein. Alors, pas tous ceux qui t'écrivent sur le Bon Coin. Aujourd'hui, là, t'as vu, j'ai posté, il y a un mec qui m'a dit, ah oui, je veux partir du centre-ville. Bon, c'était bien pratique vu que j'avais perdu mon permis. J'ai vu. Ouais, non, mais les mecs, ils savent très bien se vendre. Et le gros stonard, là. Non, donc, mais là, aujourd'hui, l'intelligence, comme je disais, c'est une notion qui, normalement, enfin, moi, quand j'étais gamin, on a appris l'intelligence, c'est ce qui caractérise l'homme. Aujourd'hui, avec la génération woke, un arbre bientôt ça peut être intelligent, donc je fais hyper attention avec les mots que j'emploie, et l'intelligence artificielle c'est toujours un peu délicat parce que ça reste des machines. J'ai lu d'ailleurs le bouquin là de Dr Alexandre, je sais pas si tu l'as lu, Laurent Alexandre, ça s'appelle La guerre des intelligences, qui est très bien, et derrière quand j'ai fini le bouquin j'ai regardé Terminator 2. J'aurais pas dû. En tout cas, pour répondre à ta question, moi, l'intelligence artificielle, je l'utilise régulièrement pour plein de choses, comme je disais, sur la rédaction des fiches produits. Aujourd'hui, tu veux faire du SEO, c'est du Search Engine Optimization, avec l'accent.
Donc c'est pour être bien placé voilà, en pour remonter dans les résultats, gens étapes ménagères de voilà, dans les SERP des moteurs de recherche. Et pour ça, il faut produire du contenu. Aujourd'hui, il y a l'aspect technique, mais qui est maîtrisé quasiment par tout le monde. Et après, il faut du contenu. Va décrire une table basse avec 400 mots. Eh ben, moi, je sais pas faire. C'est une table basse, quoi. Elle fait telle hauteur, elle irait bien dans un salon. Tu lui dis, moi, j'ai fait des prompts que je donne à ChatGPT, parce que je bosse beaucoup avec ChatGPT. J'ai pris l'abonnement, là, pour avoir accès à ChatGPT 4 et la rapidité. Et je lui dis, bah voilà, je parle de tel produit, son nom commercial c'est ça, ses caractéristiques techniques c'est ça, c'est un produit qui est dans le rayon meubles télé par exemple. Donne-moi un descriptif de 400 mots optimisé pour les moteurs de recherche sur un ton professionnel et enjoué pour que les clients aient plaisir à le lire. Et puis il te sort le truc, tu fais un copier-coller, merci, au revoir. Tu vas avoir. C'est hyper puissant. Enfin, je pense mais vraiment. Quand tu, en fait, les gens ils voient pas, enfin ils sont trop basiques, je trouve. La plupart ils vont juste dire donne-moi une description de table basse, mais quand toi tu réfléchis, on va dire que tu fais le même boulot que tu faisais avant, oui, et tu lui donnes, en fait ça te fait pas gagner du temps, mais ça te c'est en termes de puissance et de qualité en termes de productivité et de qualité d'écriture, parce que j'écris pas trop mal, mais je suis pas non plus un rédacteur hors pair. Si tu veux, je peux écrire des jolis courriers, je peux écrire mais ça va me prendre beaucoup de temps. Et tu sais, comme moi, le temps, la 25e heure, elle n'existe pas. Donc, ça va être des trucs comme ça. Ça va être aussi, comme je suis un peu, on va dire, je me soigne, je suis un peu sanguin, tu vois. Moi, si tu marches sur les pieds, tu te prends un coup de tête, puis après, je réfléchis, tu vois. Et quand t'as des problématiques avec un fournisseur, avec un client, tu vois, le client, même s'il est de mauvaise foi, quand il commence à attaquer mes collaborateurs, quand il commence à insulter, tu sais, alors c'est hyper rare, mais ça arrive. Hein. T'as des clients, ils sont complètement barrés. Hein. Ils ont pas leur nom sur la boîte aux lettres, mais ils vont te décapiter parce qu'ils ont pas reçu leur colis. Au lieu de prendre la plume et puis de lui dire de venir se présenter devant le bureau pour qu'on en parle, tu dis à ChatGPT, tu lui poses sa question. Enfin, tu mets la question ou le mot qu'a mis le client. Et tu dis, vas-y, il faut lui répondre ça. Lui, il va te tourner le truc de manière à rester professionnel. Tu retouches un peu parce que tu sais, t'as quand même deux trois détails. Ouais, parfois il abuse un peu, il est trop fascinant, impressionnant. Voilà, c'est ça. Il utilise des superlatifs que j'utilise pas et moi je veux pas que ça me ressemble pas quand j'écris. Voilà. Mais ça m'a aidé dans certaines rédactions de messages où en fait tu te retrouves tellement con face à un message idiot que tu sais plus quoi répondre à part dire en fait viens te faire foutre toi ta grand-mère. Donc ça sert là-dessus, ça sert aussi sur des problématiques un peu plus techniques, sur plein de choses de la vie quotidienne. Hein. Tu veux, tu sais, t'as pas vraiment d'idée pour faire tes repas. Tu dis ce que t'aimes manger, tu dis dans quelle quantité t'aimes manger, tu dis quel budget t'as à peu près si tu lui as donné des éléments avant, et tu dis donne-moi 5 idées de menu pour les prochains jours. Et il va te sortir le truc, et puis après tu lui dis bah tiens sors-moi la liste de courses. Ouais. Alors il existe des applications pour ce genre de choses, mais avec cet outil-là, c'est vraiment ChatGPT, je le vois vraiment comme une assistante commerciale ou une assistante de direction plus. C'est-à-dire qu'il y a pas de limite. Tu vois, ton assistante de direction, elle peut être compétente sur plein de choses. Par contre, si tu commences à lui demander de parler en allemand, en allemand, ou de parler de pourquoi sur Terre il y a la gravité, il va falloir qu'elle se renseigne. Lui, il se renseigne. T'as pas le temps de réfléchir qu'il a déjà posté la réponse. Alors, faut faire attention parce qu'il y a quand même, faut pas oublier que l'intelligence artificielle, il a pris ses sources dans les données qu'il trouve sur le net. Et sur le net, c'est parce qu'il y a tout, quoi. Sur le net, tu trouves aussi que la Terre est plate. Hein, tu trouves que la Terre est plate, que le 11 septembre, il n'y a pas d'avion. Donc, faut cross-checker, mais après, il y a pour plein de trucs, c'est hyper utile. Ouais, carrément. Moi, pour faire des tableaux et tout, je m'en sers aussi. Pour faire avec du texte, tu fais des tableaux, tu fais, dans beaucoup de logiciels, je m'en sers quand, on en parlait vite fait en off, mais quand je sais pas faire un truc, que je trouve pas le réglage et tout, ça marche super bien. Carrément. Moi, sur Excel, je suis plutôt bon. Je sais bien jouer avec Excel. Par contre, la prog VB sur Excel, j'aimais bien bricoler quand j'avais la vingtaine, mais là aujourd'hui j'ai plus le temps, donc je lui dis ce que je veux faire. Je lui dis de me trouver le code en VB, je teste, si ça marche pas, je dis ça marche pas, j'ai été l'erreur. Et puis sur 3, 4, 5 échanges, tu te retrouves avec ce que tu voulais, quoi. Et tu te fabriques tes outils que tu aurais pu faire autrement, mais ça t'aurait pris du temps. Tu aurais dû passer par un prestataire externe, faire des devis, machin. Sauf que quand tu as un besoin là tout de suite maintenant, là, t'es bien content d'avoir quelqu'un qui te sort de la panade, quoi.
et d'avoir la star tout de suite pour même ponctuellement, quoi. Parce que c'est vrai que le reste, c'est ça. T'as besoin d'un. Alors, le seul truc, c'est que ça va pas pousser les haltères à ta place. Hein. Non, voilà. Bah là, on en retrouve, voilà, que l'intelligence va bientôt plus rapporter. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'on peut passer du temps sur autre chose que sur. Après, mais moi, je suis fou. Parfois, j'ai juste, je sais pas, c'est comme un loisir. Genre, je suis sur ChatGPT et puis j'essaie des trucs, je pense à des trucs. Ouais. T'as tout le temps des. Ah mais c'est la limite, c'est ton imagination. Ah. Et c'est impressionnant. Et cette semaine, j'ai vu pour la première fois quelqu'un qui postait une vidéo. Alors, c'est un autre outil, hein, mais en anglais. Ouais. Tu sais, il l'a enregistré en français. Bon, oui. apparemment, c'est hyper long. Hein, ça met plusieurs heures à se générer. Bon, c'est normal. Hein. Et en fait, il a le même timbre de voix que toi, mais il parle une autre langue. J'ai un copain qui m'a envoyé vidéo. Il l'a fait. Il bosse au Canada. Là, il a fait son message en français. Ça sort en espagnol, en allemand, et puis je sais plus quoi. Et c'est la même voix, quoi. Enfin, c'est ta voix. Et t'as la bouche qui. T'as la bouche qui est calquée. T'as la bouche qui est calquée. Le vocabulaire. Ouais. C'est impressionnant. Ah ouais. Ah mais on va vers on s'imagine pas tout ce qui est en cours parce que là on voit tout ce qui est délivré au public, mais il y a des choses qui sont dingues, qui sont vraiment dingues en termes de techno. Va falloir tu vois déjà rien que enfin dans je sais pas dans les téléphones là, genre dans l'iPhone, tu fais une recherche, mais c'est aussi de l'intelligence artificielle, quoi. Comme tu tapes bière, voiture, même et dans pourtant, des documents. C'est de l'intelligence artificielle Lidl, ça. Hein. Quand tu vas creuser un peu le truc, Siri, c'est rien d'autre qu'une. Ça arrive pas à la cheville d'un ChatGPT en termes de techno. Donc demain, quand ils vont intégrer des outils comme ça sur les téléphones. Yes. Et je pense que tu vois à terme, très vite, par exemple, tu pourras téléphoner dans une autre langue. Je pense que ça, tu pourras appeler un mec, un chinois et c'est traduction en direct. Ouais, bien sûr. Là, on n'en est pas loin. Franchement, tu vois les DeepL et tout, enfin les logiciels comme ça. Oh, c'est ça. Ouais, après les gens ont peur. Enfin, je discute avec certaines personnes qui ont peur de voir disparaître des métiers. Ah oui, mais ça c'est sûr. Hein. T'en as bien sûr, bien sûr. Mais il y aura de l'adaptation comme à l'ère industrielle. Je veux dire, la révolution industrielle, ça a changé beaucoup de choses, mais ça nous a fait surtout évoluer. Et là, je pense que ça va nous faire évoluer. Et alors après, ça engage que moi, hein, mais je pense que l'attitude à adopter, c'est de l'accueillir, cette intelligence artificielle. Oui, puis c'est pas comme ça avait le choix. Hein, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, elle va arriver et puis elle va inonder nos vies. Donc, si tu veux te battre contre, hein, c'est bien, mais moi en tout cas, j'ai pas les bras pour. Ouais. Mais c'est fou comme ça va vite, tu vois. Enfin moi, en plus, je voyage pas mal et tout, j'ai bougé et tout ça. Si j'avais dû donner, je sais pas, même il y a 4 ans, un conseil à un gosse, ce serait apprends des autres langues, quoi. Je sais pas, ça paraissait d'être vraiment là un peu. Tu te dis si tu parles plusieurs langues, tu peux aller où tu veux, tu peux te débrouiller et tout. Ouais, et puis là, ça se trouve le temps qu'il soit à l'âge du travail, en fait, ce sera plus du tout une compétence qui sera importante, quoi. On verra. Mais en tout cas, moi, ça me fait défaut. Moi, je parle pas anglais, je parle pas. Ça va bientôt arriver. Voilà, c'est ça. Et italien, parce que t'as un peu introduit le truc. Non, là, je compte sur ma moitié, là. Okay. Je la laisse parler. Je fais confiance là-dessus. Yes. Bon, écoute, ça m'a fait très plaisir de passer une petite heure et quart et demie avec toi. Pareil, c'était un dépucelage, pour moi. Hein. C'était. Et voilà. Ouais. Je suis content d'y avoir contribué. Ouais, voilà, je pensais qu'à mon âge, ça n'arriverait plus. Si, tu vois. Et voilà. Ok. Écoute, si on veut te contacter, Technophile sur Instagram. Ouais, c'est TEKNOFIL. Je poste pas grand chose, par 2-3 conneries de temps en temps. Mais on peut voir des photos. Quelques photos, t'as? J'essaye de poster des photos aussi, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'en fais. Et j'aime bien. En tout cas, j'en fais pas mal. Ouais. Bon, écoute, ça m'a fait très plaisir. Si vous voulez parler e-commerce, photo, tout ça. Ouais, avec plaisir. Sur Instagram. Bonne journée. À bientôt. Allez, salut Thibaut. Merci encore. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous en savez maintenant dorénavant plus sur le e-commerce. C'était un peu un épisode peut-être mindset, peut-être ça vous a donné envie de vous lancer, mais surtout de mieux comprendre les rouages de ce secteur qu'on utilise beaucoup et qu'on connaît assez mal. Comme toujours, si vous voulez soutenir le podcast, mais surtout soutenir vos finances, vous pouvez aller sur le podcast privé. Vous allez sur le site, lien dans la description. Sinon, c'est boîteabillets, bien sûr, au pluriel.com. Et là, vous avez tous les podcasts privés de haute qualité. On en a un qu'on va sortir sur la holding. Il est déjà enregistré.
Mais on a d'autres sur comment trouver un bien, des agents immobiliers, des chasseurs, où on nous parle sans langue de bois du marché immobilier d'un point de vue des professionnels. On a aussi bien sûr le dossier bancaire en béton. On a des épisodes de mindset avec des sportifs de très haut niveau. Tout ça, boîteabillets.com, le lien est dans la description. Et puis si vous voulez faire vos achats, vos courses de Noël, c'est si vous voulez nous rejoindre. On accompagne les investisseurs débutants et un peu plus chevronnés. Vous allez, pareil, lien dans la description, Club Invest. Il y a eu plus de 5 millions d'euros d'investissement qui a été fait par nos membres en 2 ans, alors qu'on limite très fortement le nombre de membres. Vous allez sur le site clubinvest.fr et bien entendu, vous pouvez m'écrire quand vous voulez sur Instagram ou alors sur par mail info@bybypatron.net. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches en leur faisant des beaux cadeaux grâce à l'argent que vous avez gagné tout au long de l'année. Et prenez soin de vos gros billets. À très bientôt. Bye bye.